Du coup, je peux. Oui. Donc, du coup, c'est une question à Chantal Mogin, ça. Qui me résonne un peu avec la question de tout à l'heure de Marie-Cécile, dont on a oublié finalement. On a oublié de lui donner la parole, parce qu'on devait lui donner la parole quelques minutes, donc je le précise. Si on a quelques minutes, peut-être à la fin de la table ronde. On a. Moi, si on me dit pas, je ne peux pas le savoir. Mais par contre, sinon, c'est avec plaisir. Mais voilà. Et donc, du coup, donc, en résonance avec ta question de tout à l'heure, il y a un groupe leader mondial du pneumatique à Clermont-Ferrand, dont je tairai le nom, qui s'interroge sur des solutions hors pneumatique, par exemple. Et alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont en train de tout désaffecter pour aller réaffecter le hors pneumatique, pardon. Du coup, ma question par rapport aux indicateurs, ou l'absence de réponse finalement des indicateurs par rapport à l'impact environnemental, si vous deviez avoir des indicateurs finalement, est-ce que vous pourriez réinvestir dans le hors numérique, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose, où en sont finalement vos réflexions stratégiques en termes d'anticipation et de prospective par rapport à cette question du hors numérique, ce qui peut paraître un peu provocateur. Je pique la question à Alexandre en même temps, moi, je suis désolé. Aujourd'hui, notre cœur de métier, c'est d'apporter du réseau, de la connectivité, et on est encore sur ce cœur de métier. On a pour objectif d'aborder la question de l'inclusion. Quand on voit que sur la planète, il y a une personne sur deux, je crois, qui n'a pas accès à Internet. Donc, on a un champ d'action qui est sur cette inclusion et notamment en Afrique, parce que nous avons la conviction que c'est source de progrès. Et en parallèle, nous avons l'injonction de travailler sur l'impact et de traiter les enjeux sociétaux et environnementaux et climat. On va plus. Donc notre cœur, c'est vraiment cette connectivité. On va chercher l'innovation sur les services. Mais en gros, nous, ce qu'on doit apporter aux clients, c'est donc la connectivité, c'est le traitement des données avec toute la garantie justement éthique par rapport à ces données, notamment les données personnelles, ce qu'on en fait. Et puis le troisième, c'est les services. Et donc on va plus aujourd'hui chercher les services, que ce soit les services bancaires pour une zone comme l'Afrique, ou les services qui vont permettre le progrès dans le domaine de la santé ou dans le domaine de l'agriculture. Et donc on cherche, parce qu'on a cette conviction que la connectivité et le numérique peut apporter du progrès. Donc voilà, aujourd'hui, non, on n'est pas dans cette... et si demain, plus de connectivité, mais par contre, on investit pour que ce soit à moindre impact pour le climat, et même on investit sur une innovation qui soit justement, qui fasse partie de la solution pour la question de l'inclusion et la question du climat. Oui. Je peux juste ajouter... Alors, juste par rapport à ce que vous avez dit, mais juste avant ça, une très courte remarque, vous avez parlé de ce terme de cosmodesign, et en fait, je pense que c'est une appellation sur laquelle on vous rejoint tout à fait, parce qu'on vient d'avoir publié un article qui s'appelle cosmodesign. Je pense que cette question de la cosmicité par rapport au design est extrêmement importante. C'est intéressant de voir que ce sont des gens qui sont de l'extérieur du design qui la posent aujourd'hui, donc je pense que ça peut être aussi l'objet de réflexion. Et juste par rapport à ça et au numérique, parce que bon, Daniel le sait, j'ai un peu travaillé là-dessus, parce que j'étais aussi un des auteurs du rapport du Shift. C'est quand même un secteur qui croît en termes de dépenses énergétiques de 9% par an, ce qui est une trajectoire qui n'est pas forcément adaptée au temps actuel. Je dirais juste, alors, moi, je n'ai pas forcément la même grille de lecture, et quand on parle par exemple avec des électroniciens, certains se disent mais comment est-ce qu'on va faire pour apporter de l'énergie à tous ces objets connectés qui vont arriver, 50 à 100 milliards d'objets connectés, disait IBM, à l'échéance 2050. Maintenant, c'est peut-être encore davantage, parce qu'évidemment, là, ce ne sont pas des prédictions, ce sont des prévisions. Ce sont des prévisions du business plan, là, en l'occurrence. Donc, c'est vraiment des choses que les gens font advenir. Je dirais sur la question, plutôt, on pourrait en parler longtemps, mais sur la question morale que vous avez posée à la fin,
Je dirais pour ma part que d'une certaine façon, il faut peut-être démoraliser, dééthiciser la question, notamment si je prends l'exemple, je l'ai mentionné, donc ça me permet d'en parler, mais de l'obsolescence programmée. L'obsolescence programmée, on va dire, c'est évident, il faut lutter contre, parce que c'est pas bien, on rachète des terminaux, donc c'est une dépense en amont très importante pour les fabriquer, etc. etc. Et je dirais que le problème, c'est essentiellement que c'est quelque chose dont on voit que c'est une difficulté, alors qu'aujourd'hui, le problème en termes de consommation est essentiellement du côté de l'usage. Et si on lutte contre l'obsolescence programmée d'un côté, on n'est pas du tout certain que le gain qu'on va faire ne va pas être perdu en termes d'effet rebond, ou ne va pas être perdu justement du côté d'une demande qui est conditionnée par une offre qui va exploser avec des écrans plus grands, avec plus de vidéos, avec des vidéos de plus en plus lourdes, 5K, 6K, que sais-je, etc., etc. Et donc je dirais que voilà, on a un problème par rapport à ça qui est, pour le coup c'est un adjectif que j'aime pas trop, mais qui est assez systémique. Et c'est vrai que je suis pas sûr que dans les conditions business as usual, on puisse tout simplement poser cette question. Pour faire juste un parallèle très rapide, cette question par exemple des terminaux, pourquoi les gens utilisent des terminaux pour aller voir des vidéos de chatons en 4K et ça détruit la planète, en fait c'est leur poser moralement cette question-là, c'est s'exposer à des difficultés dont on voit exactement où elles nous mènent. Quand on dit par exemple à des gens, pourquoi vous prenez votre voiture pour aller travailler à 100 km de chez vous, pour des raisons logistiques, pour des raisons d'aménagement du territoire depuis 50, 60, 70 ans, etc., etc. Donc pour le coup, on hérite de cette situation et je dirais que la vraie question, elle n'est pas morale ici, je rejoindrai ce que vous avez dit tout à l'heure, elle est vraiment logistique et donc beaucoup plus difficile d'une certaine manière à traiter. Oui, je suis d'accord. Juste quand il y a une personne qui me dit, là, chez Orange récemment, elle me dit faut vraiment qu'on apprenne à nos utilisateurs à ne plus ouvrir d'onglets. Waouh! Moi, qui d'entre nous va penser qu'il faut fermer les onglets parce que chaque fois que vous faites appel au serveur, ça consomme. Ou bien, par exemple, la reconnaissance faciale. Si vous faites de la reconnaissance faciale et que vous envoyez l'image dans le cloud, évidemment, ça coûte plus cher que si vous traitez l'image en local. Donc, moi, je suis assez certaine qu'on va trouver les indicateurs pour rapidement mesurer ça. Mais donc moi je suis effectivement pas favorable à tout moraliser. Est-ce que c'est bien, pas bien? On va jamais s'en sortir. Il y a un truc qui n'est pas forcément tenable économiquement, c'est l'illimité. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on fait, c'est quasiment en offre illimitée. Et ça, c'est pas tenable. C'est-à-dire qu'en termes de coûts pour l'acteur que nous sommes, ça n'est pas tenable. Et c'est finalement toujours quelque chose qui fonctionne. C'est pas moralisateur. C'est vous voulez payer pourquoi? Vous êtes prêt à payer pourquoi? Et donc aujourd'hui, re-questionner. Je dis pas que c'est une ligne de tension. Mais vous imaginez bien, parce que ça, voilà, ça c'est dans les plein de questions. Donc je ne suis pas en train ici de donner la réponse, je n'ai pas un mandat pour ça. Mais par contre, effectivement, on peut questionner, y compris dans le travail de design que nous faisons, la question de l'illimité et inventer bien d'autres façons de donner accès aux services numériques. Ok. Oui. Ok. Du coup, je me glisse dans le truc. Pour 2 secondes. C'est gentil. Pourquoi je suis là sur l'invitation d'Emmanuel et Alexandre? Je suis designer aussi et une des choses qui est advenue dans ma carrière, c'est une série de questionnements, un constat que le design, effectivement, dans la façon dont on le pratique aujourd'hui, surtout le design de commande, a contribué à l'accélération des cycles de production, a contribué à l'acceptabilité d'objets ou de méthodologies ou de choses qui sont ni durables ni désirables pour des futurs. Enfin, le design des futurs, beaucoup. La réponse à ce constat, c'est la création d'un petit collectif qui s'appelle Common Futures, avec lesquels on interagit notamment avec Alexandre et Emmanuel en son sein. C'est un collectif informel et plutôt vaporeux pour l'instant, mais bon, ce qu'on essaye de faire, c'est de proposer déjà un espace de rencontre et un lien entre les designers qui sont ouverts à ces constats qu'il y a un problème avec notre discipline, quoi, clairement, qui nous demande de nous questionner.
déjà qu'on en parle, ensuite qu'on propose des outils, des solutions, des réflexions, un espace de discussion déjà. Quelques-uns de ces outils sont amenés par la recherche, heureusement. Donc des chiffres, des constats, des faits. Et puis on essaie de développer pour l'instant, en ce moment, des heuristiques, une série d'heuristiques de design qui permettraient à tout un chacun, toute une chacune, de repositionner son geste de design au sein d'un monde qui clairement ne peut plus accepter un design tel que nous le pratiquons aujourd'hui. Enfin, en tout cas, c'est un peu notre constat. Donc, retourner aussi la machine et se dire, au lieu de pratiquer un design en fonction de ce qu'on veut faire, c'est-à-dire une croissance potentielle, est-ce qu'on ne peut pas se dire, tout en conservant un rapport correct à l'environnement, est-ce qu'on ne peut pas se demander si l'environnement, enfin, le monde sur lequel nous vivons ne dicte pas ses propres limites, que nous devons, nous designers, nous devons de les intégrer à notre pratique. Voilà. Donc c'est aussi un geste d'amener le design les designers vers d'autres univers et puis de les sortir un petit peu de la commande. Voilà, c'est tout. Je vous rends le micro. Merci. Bon, vous pouvez rester. Bon, restez. Non ? Pourquoi pas. Est-ce que je peux, du coup, pour le public, vous demander votre nom ? Oui, Marie-Cécile Godwin-Paccard. Vous pouvez trouver Common Futures, donc le collectif, à l'adresse common-futures.org. Rejoignez-nous. Voilà. On est sur Mastodon, on est sur Twitter. Voilà. Je préfère Mastodon. Pedro. Et puis après, question de la salle. I just wanted to say something which I find quite interesting. At some point, Danielle was saying something about the ecological footprint of big data and data processing in general, and like servers and stuff. Like, I just find this, this desire of making yourself accountable is not necessarily relative to the reality of CO2 emissions. Like if you take a return 11-hour flight, is like 200% of the amount of CO2 that you can put in the atmosphere a year. So I think that, a lot of the discussions around design focus on the user, but not in the sort of overall logistical dimension of society. And I think that this is really, and I think that this is also relates to something that Laurent said, that is there's a kind of necessity to rehabilitate politics. But also, I think that the politics that we need is a politics that is very aware of infrastructure. And the other thing that I wanted to say is that something like today, we kind of hear this word being thrown around a lot, innovation. And I think that's also something to question a little bit, because what we kind of convention to say that innovation is actually the restructuring of certain markets towards mobile phones mostly. There's nothing new about innovation necessarily. It's simply about leveraging faster processors. And the Moore's law is we're kind of reaching a peak where there aren't going to be a lot of faster processors anymore. And so if design is just restructuring markets around mobile phones, and to do that we require more powerful processors that we have right now, we're reaching a peak, we're reaching peak processors. And I think that there's something quite complicated about what the future of design and technology and this sort of intertwined ways, because simply there isn't a future. There isn't a practical future that it's imagined enough for it to take over. There seems to be this obsession with the new, but neural networks were theorized in the early 20th century. There's nothing new about, it's something that has existed for almost 100 years. And I think we kind of use this word in a way that it seems we kind of it just dawned on us to think that structuring algorithms as neurons is something very new. I think this is quite this is a problem of education, obviously not only in relation to design, but overall economic and managerial. But there's something quite funny about it. Another thing is just a kind of anecdote, which is I work with a lot of digital products, and if the last time that you changed your laptop, you bought a 8 gigabyte RAM laptop, good luck opening more than 5 tabs on Chrome. But we used to have
256, 128 megabytes of RAM, and things work just fine. Like there is a kind of, because of the overall easiness in which we acquire processing power, like building robust infrastructure, be it on a sort of front end or on a back end, and on a more organizational level, it's simply being neglected. And it's like, it's not really, it's a problem of neglect. It's not like a problem of design, it's not a problem of education, it's like a sort of overall problem which is not easy to pinpoint and therefore is not easy to think about it. But like one way that I've been very interesting to think about it is sort of to think about our cognitive limitations as an existential risk. Like everything that we cannot perceive that we are doing is actually the thing that contributes the most to this sort of scaling risk that we face. Question, remarque de la salle. Et là. J'aurais une petite question avant de partir pour Madame Mogin, qui sera une question un peu taquine. Par rapport à tout ce que vous avez dit sur travailler les usages, sur travailler la demande, et justement sur les impacts environnementaux, est-ce qu'en fin de compte, la meilleure chose à faire pour vous, c'est pas de déployer la 5G ? La 5G. Ah, on aime beaucoup le sujet. La 5G est travaillé pour... le protocole technique est encore en train d'être élaboré. Et justement, la 5G doit consommer moins que la 4G. Donc, c'est travailler dans ce sens-là. Notamment, la 5G... effectivement, une fois déployée, permettra probablement d'ajuster beaucoup plus finement cette question de performance ou de niveau de connectivité par rapport aux besoins. À des moments, le temps de latence nécessaire pour agir est l'élément de performance majeur et il ne doit y avoir aucune faille. L'impact d'une faille serait dramatique dans certains cas. Donc, ce que ça va permettre, c'est effectivement d'ajuster ce niveau de performance à un niveau d'exigence pour le service visé. Donc, oui, elle va être déployée dans le calendrier connu à ce jour. J'ai répondu à la question ? J'entends tout à fait l'efficience technique du processus. Je sais que c'était le plus gros débat de déploiement de la 5G sur l'efficience énergétique des antennes. Oui. Mais est-ce que vous avez, justement, c'est plus sur le calcul, la prévision des effets rebonds de déployer un réseau 5G qui va encore plus déployer les usages de la vidéo et ainsi de suite, qui en fin de compte, à terme, sera en fait un plus gros gouffre énergétique. Oui. Alors, très honnêtement, l'enjeu, il est là. Il est maintenant de pouvoir mesurer non seulement l'impact énergétique, mais ce rapport entre l'impact énergétique et le gain. Obtenu, et ça c'est compliqué, et on n'a pas encore ces métriques-là. Mais c'est évident que c'est un sujet de recherche et un sujet de travail. Merci, bonjour. Alexandre Monin, tout à l'heure, vous avez fait une toute petite parenthèse. Vous avez dit à partir du moment où on parle de ressources, on a perdu parce que ce serait quelque chose d'exploité ou d'exploitable. Ce qui suppose en fait qu'il y a... Désolé. Ça suppose en fait qu'il y a une représentation, je dirais, minière en fait des imaginaires productifs. Et je voudrais vous poser la question de comment est-ce que vous pourriez nous aider, du moins, je parle comme designer, justement, à déminer justement ces imaginaires productifs. Alors, un des axes sur lequel on travaille beaucoup, c'est pas forcément nous d'ailleurs, on observe aussi, on fait des enquêtes
qui nourrissent notre réflexion, c'est de regarder ce qui se passe du côté de certaines initiatives. Alors du côté des communs, je crois qu'on connaît bien ici à la Cité du Design, il y avait une journée sur les instances hier, donc ça peut être de traiter non pas les choses comme des communs, mais les communs eux-mêmes en fait sont orientés en général autour d'une communauté, une ressource et des règles démocratiques, donc ne sortent pas toujours d'une vision un peu gestionnaire justement de la ressource. Un des enjeux, ça peut être de regarder du côté du droit et d'un certain nombre d'initiatives aujourd'hui qui visent par exemple à donner, alors ce sont des fictions juridiques, mais c'est tout l'intérêt justement de l'élément, de s'appuyer éventuellement sur d'autres cosmologies pour donner des personnalités juridiques par exemple à des rivières ou à des montagnes, ou voilà, en tout cas transformer finalement le statut de certains objets ou certaines réalités qui ne sont pas exactement des objets, qui sont des lieux, qui sont traités habituellement uniformément comme des ressources, pour justement instaurer un autre rapport à ces réalités-là et sortir justement de cette vision comptable, de cette vision économiciste ou gestionnaire qui effectivement, une fois qu'elle prédomine, même dans des milieux, on le voit très bien dans des milieux, dans des tiers-lieux, des gens qui parlent de commun, etc., et qui malgré tout à un moment donné sont pris par ce vocabulaire, sont pris par ces approches et retombent effectivement dans une vision gestionnaire en termes de ressources qui peut être de leurs compétences, des possibles, de tout un tas de choses. Donc effectivement, ça peut être aujourd'hui de s'intéresser à toutes ces initiatives qui visent à sortir de ce rapport gestionnaire au monde et justement de revenir à cette dimension cosmique du design dont on a parlé tout à l'heure. Donc je pense que le droit, de ce point de vue-là, est un des outils ou des cadres qui peut nous permettre de dépasser cette vision, d'autant plus que ces initiatives, elles n'existent pas seulement chez nous, mais il y en a en Inde, il y en a en Australie, en Nouvelle-Zélande, et évidemment dans les pays andins. Donc on peut tout à fait s'en inspirer. D'accord. Et juste, est-ce que, pour continuer d'aider notre designer, car il a raison de poser la question, est-ce que tu n'as pas envie, j'étais un peu frustré de ne pas avoir vu la description d'un seul des projets qui ont des super jolis titres en plus. Est-ce qu'il n'y a pas un projet que tu aurais envie de nous décrire pour nous dire un peu comment ça marche, ces projets-là? Alors nous, on fonctionne en fait on n'est pas forcément... Ça c'est un ensemble de propositions qu'on formule. J'entends bien. Tu as le droit, ça peut être spéculatif. Hein, alors oui, on dirait que ce serait ça. Ok, ça va aussi. Nous, disons qu'on est plutôt dans l'idée de proposer un certain nombre de choses. On a eu des contacts avec des entreprises, dont certains qui sont, comment dirais-je, dont je ne peux pas parler, qui sont confidentiels, parce qu'effectivement, si vous êtes une entreprise et qu'aujourd'hui vous voulez désinvestir, dans certaines conditions, c'est pas une bonne idée de le faire savoir. Donc je ne peux pas parler d'un certain nombre de contacts qu'on a pu avoir avec des entreprises. Comme quoi c'est spéculatif à plein de titres, cette histoire. Ouais. Il y a un côté spéculatif. Après, il y a différentes manières d'aborder le spéculatif. Mais disons, là où c'est pas spéculatif, c'est qu'on a des discussions avec des gens par exemple dans les assurances qui nous contactent, qui nous disent nous on ne croit plus à l'IoT, ou moi je leur dis ils ont plutôt raison, mais ou au blockchain et à ce genre de technologie. Parce que j'étais chercheur chez Inria avant, donc je dis ça pour ça. On n'y croit plus. Donnez-moi des informations pour que je puisse, dans mon entreprise, convaincre les gens de ne pas investir dans cette direction. Donc, à mon échelle, de désinvestir de ça. Donc, ça, c'est du conseil qu'on offre très, très volontiers, très librement. Et par ailleurs, on s'appuie aussi sur les enquêtes que réalisent des particuliers. C'est-à-dire qu'on ne vient pas seulement, nous, avec des propositions qui sont appuyées par un bagage intellectuel. On regarde ce que font des gens. Un exemple que j'aime bien, très simplement, il y a des gens qui ne nous ont pas attendus. C'est ça qui est bien. On s'appuie pas uniquement sur nos spéculations. Il y a des gens comme ça il y a un statut pour faire des réserves privées en France, parce qu'évidemment, qu'en France, quand on fait une réserve privée, on sauvegarde davantage une portion d'environnement que quand cette portion est protégée par un parc national ou un parc régional qui sont aujourd'hui largement exploités, hein, on le sait, de plus en plus, d'où d'ailleurs un peu la dépression des agents des eaux et forêts actuellement. Et donc, en 2014, je crois, une association de protection des animaux avait réussi à mettre dans le droit, on revient sur le droit, dans le droit français, la possibilité de créer ces réserves privées. C'était une nouveauté. Il y a des gens qui sont allés sur le Bon Coin, ils ont racheté des terres, ils en ont fait des réserves privées. Aussi simplement que ça. Donc en fait, ce sont des initiatives qui partent vraiment d'un niveau sur des toutes petites terres, à partir d'innovations qui viennent d'être produites du côté du droit par un certain nombre d'associations. Et donc, nous, on regarde un petit peu tout ce qui se fait pour apporter aussi des compléments et pour essayer aussi de généraliser ces propositions de manière ensuite à répondre à des situations qui sont celles d'entrepreneurs, d'investisseurs ou autres. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Alors, dernier mot, parce que vous voyez Olivier Péricot derrière moi avec un regard accusateur, donc il va falloir qu'on conclue bientôt. Bon, très très rapidement, mais en complément à ce que vient de dire Alexandre, donc c'est beaucoup d'enquêtes, hein, c'est beaucoup d'enquêtes qui dépassent
le périmètre de l'entreprise, comme tu viens de le dire, parce qu'on travaille aussi avec des agriculteurs, des éleveurs qui assistent. Closing World, c'est pas simplement la fermeture d'une entreprise, c'est la fin d'un monde. Donc il y a des gens qui éprouvent au jour le jour des effondrements de monde. C'est-à-dire que le monde n'est plus comme avant, et ça, c'est des situations qui nous intéressent aussi beaucoup. Et puis aussi, peut-être que tu aurais pu ajouter, c'est s'il y a des gens qui s'intéressent, évidemment, ou des entreprises ou des associations, des collectifs qui sont intéressés par rapport à ces enquêtes, nous, on est preneurs de collaboration, hein, bien sûr. Bon, juste quelques mots en conclusion, parce que c'est difficile de conclure évidemment sur ce sujet-là, mais au fond, moi j'ai l'impression que la question qui nous est un peu posée, c'est celle de savoir comment et sur quoi on est capable d'agir avec intentionnalité quelque part. Et au fond, on a exploré des chemins, des manières de se poser cette question-là. Je ne vais pas vous répondre sur le comment. Si c'était facile, on l'aurait remarqué. Mais peut-être, ça commence en tout cas, et on le voit bien dans la discussion, par prendre au sérieux un certain nombre de mots et peut-être essayer de leur redonner un peu de poids ou de se poser la question, est-ce que c'est le bon mot que j'utilise ? Il y en a plusieurs. Il y a évidemment à nouveau la notion de problème. Cette notion de problème qu'on devrait résoudre et qu'on a pu découper. En plus, c'est trop bien parce qu'on a les 17 objectifs du développement durable. Donc on a découpé les problèmes du monde en 17 qu'on a redécoupés en machin. Et ensuite, il y a les ingénieurs et les designers qui disent je vais poser... Et évidemment, le jour où vous aurez résolu tous ces problèmes, vous aurez toujours des problèmes. Donc on voit bien que quelque chose ne marche pas dans cette histoire-là. Mais quoi au juste ? Parce que pour autant, dire aux gens... on n'a pas une bonne réponse qui serait... Bon, en fait... comme ça ne marche pas comme ça, il faut se foutre complètement des ODD non plus. Donc, comment on fait avec cette première question-là ? Et ça nous amène justement à nous poser la question de ce que c'est qu'un système complexe. Hein. Comme Pedro nous l'a bien dit, c'est-à-dire que justement un système qui peut avoir des problèmes, peut avoir des difficultés qui ne sont pas une somme de problèmes, mais peut-être une multiplication, une conjonction, un gloubi-boulga, ce qu'on veut. La notion d'impact, qui est évidemment une notion très complexe. Une notion complexe parce que d'abord, elle suppose parfois qu'on n'a rien à voir avec l'impact alors qu'on le coproduit. Une notion parce qu'on est à plein de niveaux. Et une notion, en réalité, aujourd'hui, assez mal travaillée. On avait fait une provocation un jour à laquelle on n'a pas vraiment eu de réponse en disant « Mais avec tous les milliers d'innovations vertes qu'on voit, et on en voit plein, et portées par des entrepreneurs sincères, on devrait avoir au moins vu se ralentir la courbe de croissance des émissions de CO2. » Donc, quelque part, il y a un problème avec cette idée d'impact, et peut-être avec l'idée d'innovation, pour reprendre Pedro. Mais pareil, pour autant, on ne peut pas juste se dire donc on s'en fout, il y a un problème, donc on ne le traite pas. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ? De quoi on parle ? Comment on le regarde, etc. La notion d'éthique est évidemment problématique de plein de manières, et c'est la même chose. Ce n'est pas parce qu'elle est problématique qu'on peut s'en débarrasser, mais elle ne peut pas, par exemple, probablement tenir lieu de politique. Elle ne peut pas probablement tenir lieu de réflexion sur les impacts. Elle peut peut-être être un guide sur un certain nombre de questions. Et c'est quelque chose qui n'est pas posé que pour vous sur la question écologique. On le voit dans les débats qui sont importants et problématiques sur l'éthique de l'IA, etc. Et puis j'étais content, on a fini par la question des limites par laquelle j'avais suggéré de commencer. Et là encore, qu'est-ce que c'est qu'une limite desquelles on parle, à qui elles sont fixées? En effet, bien sûr, on ne peut pas juste dire, et vous l'avez très bien dit aussi avec vos exemples, en disant tout ça c'est parce que les utilisateurs ils font vraiment n'importe quoi. Comme si j'avais pas de responsabilité, comme si on les avait, comme s'il n'y avait pas des conditions objectives, pour parler en bon marxien, qui étaient installées autour de ça. Donc voilà, on est dans cette question-là, mais probablement obligé, c'est pour ça que j'aime bien cet article des chercheurs en interface homme-machine, obligé de se poser la question, notamment en designer, qui est quand même à chaque fois, qu'est-ce que je suis en train de foutre et en quoi je suis en train de contribuer ou pas à la préservation du système qui nous a amenés à nous poser toutes ces questions. Olivier ? Et merci beaucoup de vos interventions.
Merci à tous, merci pour cette table ronde très énergique quand même, malgré l'enchaînement, avec une journée assez longue. On vous propose donc un spectacle qui s'appelle Matters, qui va être joué dans l'espace de la table des négociations à 19h. Pour des personnes qui voudraient y accéder, on vous propose de venir au pied de la tour à 18h45, récupérer des tickets pour accéder à l'espace d'exposition dans lequel sera performée cette pièce. La pièce Matters, donc, c'est une réalisation de Clément Salé, jouée par Duncan Evenou et mise en scène par Benoît Verja. Et qui traite des questions qu'on a pu aborder ces derniers jours, entre autres du design, autour du design des instances ou autour des questions d'anthropocène. Là, on va retrouver une proposition autour de la notion des représentations de l'anthropocène. Je voulais remercier le pôle recherche de la Cité du Design pour la préparation de cette journée, l'EUL pour son partenariat, et puis également juste, j'oublie son nom. Donc je vais remercier d'autres personnes à la place. Donc Simone Fellinger du pôle recherche et puis Émilie Chabert qui ont contribué à l'organisation de cette journée. Merci et à bientôt.